Bon, tout d'abord, je tiens à remercier Francine et Alexis pour leur invitation, pour cette intervention. Donc, je dire que je suis très heureux d'être là, sincèrement, très heureux. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des enjeux sociopolitiques des réformes de démocratisation et de décentralisation en Mauritanie, qui, comme ailleurs en Afrique, ont été amorcés au début des années 90. Et ces politiques, ces réformes de démocratisation et de décentralisation, elles entrent dans le cadre de la politique comme on le sait, de la bonne gouvernance de la Banque mondiale, qui fait de la décentralisation et de la démocratisation une conditionnalité du développement. Donc c'est dans ce contexte que ces réformes sont traduites sur le terrain, pour le dire rapidement, par la mise en place du multipartisme, la mise en place d'élections, de nouvelles autorités communales, donc avec toute la problématique du découpage des communes dans le contexte du monde rural africain, mais aussi par l'affirmation d'un grand nombre d'organisations non gouvernementales, d'organisations intermédiaires, censées donc assurer un rôle moteur dans le développement en favorisant les initiatives locales, donc conformément aux objectifs de la Banque mondiale. Donc, on a assisté ces dernières années à l'émergence pour reprendre une formule de Thomas Birching et Jean-Pierre-Olivier de Sardan, à l'émergence de nouveaux pouvoirs au village. Et c'est notamment cette thématique des nouveaux pouvoirs au village que j'interroge sur mon terrain mauritanien. Donc, alors concernant mon terrain mauritanien, il se situe principalement dans la région du Gorgol, dans la ville de Kaïdi, qui est la capitale de cette région du Gorgol, où se concentrent les populations négro-africaines de la vallée, et notamment les populations alpoularen, alpoular, donc littéralement ceux qui parlent le peul, et qui sont à cheval sur le fleuve Sénégal, et l'entité historique et politique de ces alpoularèdes s'appelle le Fouta Toro, et c'est une entité politique historique qui se situe dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal. Donc en amont, vous avez les populations soninké, et en aval, les populations wolof. Mais donc moi je parlerai des populations alpoularènes. Donc je voudrais aujourd'hui et brièvement mesurer les effets de ces réformes de décentralisation et de démocratisation sur les recompositions sociales et politiques dans la société alpoular, donc, et en me focalisant sur deux points. Le premier, c'est la question et le rôle. La question et le rôle des chefferies dans ce contexte de ces dernières années, de ces réformes de décentralisation et de démocratisation. Et puis, le deuxième point sont les enjeux de la participation politique des catégories sociales subordonnées, et notamment des catégories d'origine servile, qui sont très rarement prises en compte dans les recherches sur la démocratisation en Afrique. Donc, il me semble intéressant justement de pouvoir croiser les effets de ces démocratisations, de ces réformes, en regardant ce qui se passe du côté des chefferies, mais aussi donc du côté des groupes subordonnés. Donc ce que je voudrais montrer, c'est en quoi, ou du moins ma perspective, c'est de montrer comment ce processus démocratique est un processus négocié et qui renvoie à un processus, pour reprendre une formule de Jean-François Bayard, un processus d'hybridation et d'innovation culturelle. Donc, c'est dans cette perspective que je voudrais dépasser une analyse des effets de la démocratisation du seul point de vue institutionnel pour privilégier une micro-anthropologie de la démocratisation, ce qui, j'espère qu'on pourra s'en rendre compte, ce qui permet véritablement de bien mesurer la portée de ces réformes. Plutôt que de dire, oui, comme on l'entend très souvent, la démocratisation en Afrique, c'est un vain mot, et si on s'en tient simplement aux élections, je pense que justement, grâce à cette approche locale, et si on essaye de repérer les effets de la démocratisation, pas forcément là où on les attend, on peut mesurer que ces effets sont bien réels. Bon, donc, je vais mettre l'accent sur les renégociations sociales en cours dans la vie quotidienne, et je voudrais donc montrer comment ce processus de démocratisation renvoie à un enchevêtrement complexe de différentes chaînes de responsabilité, mais aussi à différents espaces politiques et à différents imaginaires politiques qui contribuent à l'ambivalence des pratiques des acteurs qu'on observe sur le terrain.
Donc dans ma communication, je vais partir d'études empiriques précises pour voir ce qu'elles permettent de nous enseigner sur ces processus en cours. Donc je voudrais commencer par prendre la situation d'exemple du renouveau des chefferies dans la ville de Kaidi. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la capitale de la région du Gorgol. Et c'est une bonne illustration, me semble-t-il, pour illustrer ce dynamisme des pouvoirs au village, même si, bien évidemment, ces chefferies ne résument pas à elles seules la diversité des pouvoirs au village. Mais c'est une bonne entrée pour apprécier les transformations en cours et juger donc notamment de nouvelles formes de légitimité. Alors je vais me concentrer, parce que c'est une ville qui regroupe à peu près 30 000 habitants, je vais me concentrer sur les quartiers les plus anciens de cette ville de Kaidi et qui sont donc occupés par des populations alpularennes. Et alors cette société alpularen, pour la suite de l'exposé, de façon classique comme on observe le plus souvent en Afrique de l'Ouest, la société est répartie en 3 ordres. Donc vous avez le groupe des nobles qui est subdivisé donc, en différentes catégories, à l'intérieur desquelles vous avez les marabouts, les guerriers, etc. Les Nyangbe, donc qui sont les groupes professionnels, les forgerons, les griots, les boisseliers, les potiers, etc. Et puis les Machubé, qui est le terme générique pour désigner les esclaves, mais là aussi il y a différentes composantes, comme j'aurai l'occasion de le préciser tout à l'heure. Alors, un mot sur ces chefs politiques à Kaidi. Ils sont désignés, ces chefs, donc dans la perspective de voir justement quel est le rôle et la place qu'occupent ces chefferies aujourd'hui. Donc ces chefs, ils sont désignés par voie d'élection ou par droit de seniorité. Alors c'est pas bien sûr un droit d'élection, c'est le système électif qu'on connaît aujourd'hui dans le cadre des élections démocratiques, mais je vais vous indiquer un peu quel est le système de désignation des chefs dans les différentes communautés de cette ville de Kaidi. Donc là, vous avez historiquement ceux qui composent la ville de Kaidi, parmi les Alpularen. Donc vous avez 2 groupes de CB qui sont des nobles guerriers, les Mbalnabé et les Ndjoufnabé, et 2 groupes de pêcheurs qui sont aussi des nobles, les Kaidinabé et les Tchengelnabé. Bien, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans je vous ai dit, il y avait 2 systèmes, un système électif et un système de seniorité. Dans le groupe des Mbalnabé, des Kaidinabé, des Tchengelnabé, c'est un système d'élection, c'est-à-dire que celui qui va être élu est désigné par des familles électrices qui ne peuvent en aucun cas prétendre au titre de la chefferie. C'est-à-dire que les rôles sont parfaitement définis et ils ne peuvent pas être intervertis. Et donc là, en l'occurrence, pour la chefferie des Mbalnabé, j'insisterai surtout comme exemple sur cette chefferie, seul un descendant des Diop peut avoir le titre de la chefferie des Mbalnabé. Et donc ce Diop va être désigné par 2 autres lignages que je vais préciser tout à l'heure. Donc ça, c'est le système électif. Et le système de seniorité, c'est-à-dire que la chefferie revient au plus âgé à l'épuisement d'une génération donnée, c'est le cas des Ndjoufnabé chez les Nyang, où c'est donc le plus âgé qui porte le titre. Bon, et ces principes sont ceux qu'on observe à l'échelle du Fouta Toro, donc, qui est l'entité politique historique alpulaar de cette vallée du fleuve Sénégal. Donc ce n'est pas spécifique à Kaidi. Alors, donc, dans ces groupes, vous avez des titres que porte le chef. Donc le chef de cette communauté politique que constituent les Mbalnabé a le titre de Farmbal et d'autres titres pour les autres chefs. Donc les Mbalnabé, ce sont ce qu'on appelle en poulard des Leyi. J'ai donné tout à l'heure, j'ai indiqué tout à l'heure la définition. Donc les Leyi, si vous voulez, entendez des communautés politiques qui désignent des ensembles politiques donc, de plus ou moins grande importance, qui ont à leur tête une famille noble et qui, au fil de l'histoire du peuplement, a intégré auprès d'elle d'autres familles nobles et différents groupes sociaux. Donc ce qui est lié à l'histoire du peuplement avec une répartition des tâches, des fonctions, des rôles
et notamment des fonctions politiques justement entre élus et familles électrices. Bon, et donc ces 4 leyes avec ces titres. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une distinction entre les électeurs et les éligibles. Et si je prends le cas du Farmball, donc il est toujours issu du lignage des Diop et est élu par les doyens des lignages des Hatch et des Sall. Donc, quand on dit élu par les doyens, c'est-à-dire que le doyen rassemble les siens pour essayer de trouver un consensus parmi les Hatch ou parmi les Sall. Chaque doyen doit trouver un consensus et se mettre d'accord sur le nom d'un prétendant, sachant qu'il peut y avoir 2 descendants de Diop qui réclament la chefferie, et donc les doyens doivent départager, doivent se mettre d'accord, et c'est notamment l'une de leurs responsabilités d'essayer de trouver ce consensus, mais c'est loin d'être toujours le cas. Et donc, lors de la cérémonie d'investiture, les Hatch, donc répartition des rôles en ce qui concerne l'attribution des attributs du chef, les Hatch, eux, ont la responsabilité de mettre le turban, qui est un signe du pouvoir, qu'on appelle les folles, et les Sall, eux, se chargent d'étaler le tapis, le nguru, qui est une peau de bête sur lequel doit siéger donc le nouvel élu. Donc ce nouvel élu, il a pour responsabilité principale de veiller à la sécurité de son groupe et d'assurer notamment la répartition des terres et régler les éventuels conflits. Bon, alors si ces règles ont pu se maintenir dans l'ensemble jusqu'à aujourd'hui, il n'empêche que ces chefferies ont connu des transformations importantes depuis la colonisation. Je serai bref là-dessus, ce sera pour être un peu long, mais il y a eu notamment comme facteur de transformation importante les effets de la sécheresse récurrente dans cette zone sahélienne, et notamment la grande sécheresse de la fin des années 60 et des débuts des années 70, qui a entraîné des transformations importantes et qui a notamment touché de plein fouet les activités traditionnelles de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, qui sont les 3 activités principales dans cette région de la vallée du fleuve Sénégal. Et donc, ça a touché de plein fouet le pouvoir de ces chefs qui est fondé sur précisément la gestion écologique des terroirs. Bon, alors dans ce contexte, un observateur non averti aurait pu penser que l'ouverture démocratique allait porter un coup fatal à ces chefferies. En réalité, les compétitions électorales et la création de nouveaux partis ont ravivé les pouvoirs locaux susceptibles de mobiliser un électorat. Et comme il a été constaté ailleurs en Afrique, je pense notamment à l'ouvrage de Claude-Hélène Perrault et de Fauvel-Aymar, les nouveaux partis en quête de légitimité sur le plan local se sont appuyés sur des réseaux d'alliances existants, et au premier rang desquels donc les chefferies perçues comme des réservoirs de voix potentielles. Alors, il ne s'agit pas de surestimer le rôle politique de ces chefferies. Encore une fois, on est dans un contexte de pluralisme normatif et de diversité des pouvoirs aujourd'hui, mais ces chefs, néanmoins, sont des acteurs incontournables, au point qu'il est inconcevable pour un candidat à la mairie de faire campagne sans aller visiter ces chefs et essayer d'obtenir donc leur soutien. Alors au passage, ce parcours obligé des nouveaux élus donc dans les nouveaux pouvoirs des municipalités pour devenir maire, il n'est pas sans rappeler justement les démarches effectuées par ces prétendants au titre de chef coutumier auprès des familles électrices, donc qui vont qui vont courtiser donc leurs électeurs. Donc c'est ce qui a fait dire à plusieurs observateurs que ces chefs, dans le contexte des élections municipales, apparaissent comme des grands électeurs informels. C'est une formule de Jackie Bouju, puisqu'il y a effectivement ce rôle et ce lien étroit entre ces nouveaux prétendants aux municipalités et ces chefs. Alors ce qu'il faut aussi préciser, c'est que ces chefs ont par ailleurs le souci de placer dans les municipalités des personnes qui leur sont proches, sachant que ce qui est important pour eux, c'est que ces personnes soient capables de défendre leur intérêt, au premier rang desquels la défense des hiérarchies sociales et la défense des droits fonciers.
Donc ce qui fait que si les prétendants à la mairie sont soucieux d'avoir des relations proches avec les chefferies, l'inverse est également vrai. Et donc il faut bien tenir compte de ces deux aspects. Les relations entre chefferies et municipalités ne sont pas à sens unique. Et donc la complicité, sachant que la complicité avec les élus locaux, c'est une des conditions du retour en force de ces chefferies, de la revitalisation de ces chefferies et des avantages qu'ils peuvent en obtenir en retour pour défendre les intérêts que j'ai cités, mais aussi dans plusieurs cas dans le contexte de pratiques de clientélisme. Bon, donc la réactualisation des chefferies, je suis obligé de faire vite, elle est autrement plus complexe que l'idée d'une simple reproduction de pouvoirs traditionnels dans des structures politiques nouvelles. Elle suppose au contraire des arrangements, un partage des pouvoirs et une adaptation de leur rôle que confirme ce qui conduit à dire que le processus démocratique renvoie à un enchevêtrement complexe de différentes chaînes de responsabilité. Alors, ces changements, ils sont également manifestes dans le nouveau profil des chefs coutumiers qui se recrutent de plus en plus parmi les jeunes hommes d'affaires, donc plus d'une quarantaine d'années, donc si je prends l'exemple des chefs de Caïdi, ce sont des commerçants qui sont attirés par les titres de notabilité, et donc ces chefs sont parfaite illustration des nouvelles figures du politique, pour reprendre les travaux de Jean-Pierre Varnier ou de Richard Banegas. Donc c'est le cas par exemple du Farmbal et du Farba qui commercent respectivement à Nouakchott et à Las Palmas, ou l'un des deux TEN qui travaille dans le secteur de la pêche à Nouadhibou. Donc ce sont véritablement des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise et qui sont bien inscrits à l'heure de la globalisation puisqu'ils ont le plus souvent tendance à confier leurs affaires à un frère cadet ou à un cousin. Et ils utilisent les techniques de communication pour pouvoir justement confier leurs responsabilités locales à un parent resté au village. Alors, une autre marque importante de ces recompositions des pouvoirs locaux, elle provient du fait que ces chefferies sont progressivement pénétrées par les nouveaux principes démocratiques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de voir comment les chefferies réactualisent leur pouvoir dans des structures nouvelles, mais de voir aussi comment ces principes démocratiques pénètrent les chefferies et quelles transformations on peut observer dans le fonctionnement même de ces chefferies. Et donc cette situation, elle se traduit le plus souvent ces dernières années par l'introduction d'une dose de pluralisme dans les candidatures à la succession, et par des compétitions de plus en plus vives pour obtenir la chefferie. Donc concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de prétendants pour devenir Farmbal, puisque j'ai pris cet exemple et je le garderai le long de l'exposé. Donc des compétitions vives, et ces luttes, elles peuvent parfois se solder, comme à Caïdi, par la nomination d'un deuxième chef au nom de nouveaux principes, de nouvelles légitimités, de nouveaux critères de légitimité, qui sont fondus non plus sur la seule seniorité, mais sur la compétence et les liens avec les pouvoirs politico-administratifs. Alors c'est le cas par exemple dans l'une des chefferies de Caïdi, la chefferie des Caïdinabés, qui compte aujourd'hui 2 TEN, donc qui est le titre de la chefferie, 2 TEN, et un des TEN n'a pas été élu ou désigné par le doyen de la famille électrice, mais a été élu soutenu par des jeunes, et ce deuxième thème non légitime pour, disons, la tendance historique, ce deuxième thème, il est connu pour justement le fait d'être bien inséré dans les circuits économiques et politiques et d'être proche du pouvoir central. Donc il a pu obtenir, avec l'appui de l'administration, ce deuxième titre de chef. Bon, alors dans d'autres localités de la vallée du fleuve Sénégal, c'est le chef du village qui, par exemple, ne va plus être recruté dans le lignage traditionnel au profit d'autres personnes dont le profil répond à des critères de légitimité issus de l'expérience migratoire
ou des compétences acquises comme courtier en développement, pour reprendre la formule de Bierschenk et Chauveau et Sardan. Alors un autre exemple, et je terminerai là-dessus pour la première partie sur les chefferies, un autre exemple, me semble-t-il, révélateur, c'est l'exemple du village de Méry au Sénégal, qui a été étudié notamment par Jean Schmitt. Et je voudrais vous en dire un mot parce qu'il montre bien justement cet exemple, comment ces chefferies sont pénétrées par ces nouveaux principes démocratiques. Donc très rapidement, dans ce village, et conformément à la répartition des responsabilités que je vous ai indiquées en commençant l'exposé, le chef ici doit être choisi parmi les sceaux, hein, donc c'est le village de Méry, donc il doit être choisi parmi les sceaux et il est élu par les dialos, avec toujours cette répartition, hein. Seuls les sceaux peuvent prétendre au titre du chef de village, qui est le titre de Ardo. Donc seul un sceau peut avoir le titre de Ardo, et ce sont les dialos qui désignent qui doit devenir chef du village. Bon. Alors dans le cas présent, hein, c'est des conflits qui se sont passés dans les années 2000. Il y a eu un conflit entre deux prétendants issus des sceaux. Donc il fallait départager ces deux prétendants. Et donc face aux compétitions, il y a eu plusieurs procédures qui ont été mises en place pour trouver une solution et préserver la paix au village, ce qui est un enjeu très important à l'échelle locale. Donc la première procédure, ça a été de s'en remettre au choix traditionnel du groupe d'électeurs, de voir ce que vont finalement décider les dialos. Le problème, c'est qu'aucun accord ne s'est fait au sein des dialos. Personne ne s'est mis d'accord. Et donc, il y a eu une deuxième procédure qui a été mise en place, qui a nécessité une réunion de notables des villages. Et donc, il y a eu un conseil qui ont convoqué les deux candidats et qui ont demandé à chacun des candidats de revenir sur leur candidature, mais sans succès. Donc, face à cet échec, il est apparu à chacun des protagonistes qu'un vote était désormais inévitable. Et donc, la troisième solution, elle a consisté à envisager l'élection d'un des deux candidats. Et alors là, l'élection au sens moderne du terme. Mais ça a suscité bien sûr des discussions, l'enjeu, ça a été de savoir qui va voter. Et les dialos, électeurs traditionnels du chef de village, ont considéré qu'ils devaient être les seuls à voter. Alors d'autres, et notamment l'un des prétendants, lui voulait étendre le vote à l'ensemble des catégories sociales, et notamment aux forgerons et aux populations serviles, avec lesquelles, je ne rentre pas dans les détails, il avait des liens. Alors ce qui s'est passé, c'est que, et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu donc des prises de parole pour dire que le Sénégal étant une démocratie, il faut donc que désormais tout le monde vote et pas simplement les dialos. Alors c'est alors pour compliquer davantage les choses qu'un des membres du lignage des dialos a dit: si nous sommes en démocratie, alors il n'y a plus de raison que le chef soit issu des sceaux. Et donc les dialos ont proposé un dialo comme chef. Donc là, la situation était très conflictuelle et très bloquée. Et donc ce nouvel épisode a suscité de vives polémiques, en particulier chez les sceaux qui se voyaient menacés. Et là, on a assisté à un élargissement des pourparlers. Et les migrants, ou du moins les ressortissants du village qui se trouvaient à Dakar, sont intervenus de plus en plus dans ce conflit. Et donc il y a eu un conseil qui a été organisé à Dakar, qui ne comprenait que des nobles, et très vite un compromis a été trouvé. Et donc le compromis était le retrait du prétendant des dialos, et en échange de quoi, pour trouver une solution, il fallait organiser un tirage au sort, puisque les prétendants sceaux ne voulaient pas retirer leur candidature malgré les derniers événements, et donc on a décidé, enfin les migrants ont décidé, ont fait adopter cette idée d'un tirage au sort, et donc c'est une petite fille qui a tiré
dans un bonnet les 2 feuilles de papier et qui a déclaré l'un des deux vainqueurs. Bon, je ne vais pas aller plus dans le détail, mais... Donc, on voit bien ici, dans cet petit exemple, comment, encore une fois, ces chefferies sont pénétrées par les nouveaux principes démocratiques, mais aussi comment donc on voit l'intervention des migrants et l'élargissement donc des pourparlers. Donc, ces migrants, ils sont de plus en plus sollicités par les collectivités locales pour répondre aussi à la recherche de financement dans le cadre des politiques de décentralisation et donc du transfert de certaines compétences de l'État aux collectivités locales. Donc ces collectivités locales ont besoin de ressources et se tournent de plus en plus vers ces migrants. Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est que l'influence des migrants, elle est variable selon les lieux et elle produit des effets contrastés, sur les relations de pouvoir au village, qui peuvent aller donc du renforcement des intérêts des élites, comme c'est le cas dans le village de Méry, à leur contestation, comme c'est le cas dans le village de Djewol, dont je vais parler dans la deuxième partie. Alors pour conclure sur cette première partie, on voit donc que, ce qui concerne les chefferies, que tout en conservant leur forme, ces chefferies se recomposent, tant dans leur fonctionnement que dans leur rôle, ou que dans le profil de leurs représentants, et donc que la condition en fait de leur reproduction passe par leur capacité justement à se transformer. Et donc, pour autant, je répète, il ne faut pas surestimer le pouvoir de ces chefs, la clé des élections politiques est plus compliquée que la simple addition de leurs voix, et puis il ne faut pas oublier également de dire que les membres d'une chefferie ne votent pas comme un seul homme. Et donc si la multiplication des partis politiques a conduit à la constitution de réseaux d'alliances sur d'anciennes bases, cette multiplication des partis, elle favorise également les dissidences. Ce qui veut dire quoi concrètement? Ce qui veut dire que des personnes appartenant au même lignage peuvent être réparties sur différentes listes politiques, dont la composition varie selon les enjeux locaux et l'histoire des familles, et les partis reposent moins sur des programmes que sur effectivement des coalitions d'intérêts localement constituées, ce qui explique d'ailleurs les revirements d'alliances parfois spectaculaires entre différents tours d'élection. Alors, dans ce jeu complexe des alliances politiques, les groupes subordonnés de la société Alpoula ont compris très vite qu'ils avaient un rôle à jouer pour faire avancer leurs revendications, et c'est donc sur ce deuxième point, sur les enjeux de la participation politique dans le contexte de démocratisation, que je voudrais à présent donc poursuivre. Alors, poursuivre d'abord en faisant quelques remarques générales, pour dire que ce processus démocratique, il a eu des effets contrastés chez les groupes subordonnés, parce que tout en marquant leur intégration citoyenne dans une unité nationale, cette mise en place du vote, il a renforcé un sentiment de relégation lié à leur éviction fréquente des listes d'éligibles. Et donc, au fil du processus démocratique, les inégalités politiques ont été ressenties par les groupes subordonnés comme une injustice d'autant plus grande que les principes d'équité et de participation citoyenne étaient officiellement posés. Et donc, dans ce contexte, l'inégalité d'accès aux postes d'élus a été un catalyseur des différentes formes de contestation qui ont conduit à la naissance de divers mouvements sociaux en Mauritanie, dont le mot d'ordre, et notamment parmi les descendants d'esclaves, dont le mot d'ordre est la reconnaissance et l'accès à la citoyenneté. Donc le développement de ces mobilisations montre que, quelle que soit la réalité démocratique de la Mauritanie, l'instauration d'un droit de vote et du principe « un homme, une voix » ont joué un rôle décisif dans le processus d'émancipation de ces groupes, qui ont rapidement pris conscience de leur importance démographique, de leur poids démographique, et qu'ils utilisent comme moyen de pression lors des scrutins pour espérer figurer en bonne place sur les listes d'éligibles. Et donc, au fil des ans, les membres issus de ces catégories subordonnées ont pu intervenir dans le débat politique, et parfois de manière significative, au point que leur accession à des postes de conseillers municipaux, voire de maires, n'a plus un caractère exceptionnel. Et à l'instar de ce qu'ont pu observer Abdourahmane Gaïdé dans la région de Kolda au Sénégal ou Eric Aonou au Niger et au Bénin,
il apparaît que le lien entre statut et position politique tend à se complexifier et en tout cas à ne plus être aussi systématique qu'il y a encore quelques années. Il reste que ce constat ne doit pas cacher les difficultés récurrentes de participation politique de ces descendants d'esclaves qui, plus que quiconque, doivent se mobiliser à chaque scrutin pour obtenir le droit de cité. Alors, par ailleurs, et ça je tiens à le souligner, il serait erroné de croire que leur accession à des postes de responsabilité soit la simple conséquence de la mise en place d'un vote démocratique. Là encore, ce vote démocratique ne doit pas être surévalué, même si son rôle est indéniable, mais les avancées politiques des groupes d'origine servile ne peuvent être appréciées à leur juste valeur sans tenir compte des résistances diverses que ceux-ci mènent dans les autres domaines de la vie sociale pour lutter contre toute une série de discriminations, les stéréotypes, discriminations matrimoniales, dans le cas de la Mauritanie, discriminations religieuses, foncières, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que loin d'être une condition, d'être en soi une condition suffisante à l'émergence politique des descendants d'esclaves, la mise en place d'élections se révèle en réalité un accélérateur de dynamique d'émancipation déjà à l'œuvre dans la société mauritanienne. Et il ne faut pas le perdre de vue, bien évidemment. Alors, mais ce qui est aussi intéressant de constater, me semble-t-il, c'est que cette volonté de participer à la vie politique, elle se traduit par un engagement communautaire fort et par la défense de l'appartenance statutaire. On a parlé juste avant de la revitalisation des chefferies, on constate également une réaffirmation des catégories statutaires d'appartenance. Et donc ce repli catégoriel, il apparaît comme l'une des tendances lourdes du jeu démocratique, tant il est vrai qu'il est souvent la condition pour ces groupes subordonnés de leur reconnaissance et de leur participation politique, en faisant pression et en se faisant entendre. Alors c'est ce que confirment d'autres chercheurs, comme Eric Aonou dans ses recherches au Niger et au Bénin, qui constatent que les succès électoraux des descendants d'esclaves ont été surtout enregistrés dans des collectivités où il existait un engagement communautaire fort, comme chez les anciens esclaves Touareg et Peul. Alors, il est aussi intéressant de noter que ces mobilisations autour de l'appartenance catégorielle, elles prennent souvent un caractère identitaire en termes de revendications ethniques. On le voit dans l'exemple des Gando au Bénin, qui sont donc les descendants d'esclaves qui étaient rattachés au groupe Peul et au Bariba, ou également l'exemple des Rimaïbé, donc esclaves des Peuls au Mali, ou encore de la situation des Haratines en Mauritanie dans le cadre de la société Maure, donc ces groupes qui font d'une appellation sociale, d'une appellation statutaire, esclave aujourd'hui, et qui le présentent comme un ethnonyme. Donc là, on a véritablement une belle illustration des processus de production d'ethnicité. Donc on voit que malgré tout, le risque qui se pose ici, c'est de savoir si cette frontière ethnique ne risque-t-elle pas à son tour de renforcer une frontière sociale? C'est un peu la question qui peut se poser dans ces configurations. Alors dans le cas des descendants de la société Alpoulard, qui se revendiquent avec fierté Machoubé, donc qui est le terme générique des esclaves dans la société Alpoulard, le repli catégoriel n'a pas cette connotation ethnique, ça ne se pose pas en ces termes, et donc on en reste sur une base statutaire. Mais pour autant, cette revendication catégorielle, elle est loin de faire l'unanimité au sein de cette catégorie générique des esclaves, qui se distingue par son hétérogénéité, et donc certains n'acceptent pas, ne veulent pas être identifiés comme esclaves. Là aussi, je vais vite là-dessus, on pourra y revenir éventuellement à la discussion. Alors, ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que ce repli catégoriel, il apparaît comme un fait marquant du processus de démocratisation, mais pour autant, il ne s'agit pas d'interpréter l'émergence de nouveaux élus parmi ces descendants d'esclaves uniquement à travers la simple grille de lecture de leur statut. L'élection d'élus de statut subordonné, elle ne résulte pas d'un simple jeu de rapport de force entre groupes sociaux. Il y a d'autres facteurs que la variable statutaire qui entre en ligne de compte, et je le rappelle encore ici, l'expérience migratoire, la réussite économique, l'investissement dans les activités de développement qui jouent un rôle important dans la reconnaissance politique des individus
et donc il y a une diversité de variables qui rentrent en ligne de compte. Donc, ce qui nous semble important pour comprendre justement ces mobilisations et ces revendications de ces groupes subordonnés, c'est qu'on voit bien que les arènes politiques locales sont traversées par une multitude d'acteurs et de légitimités qui expliquent qu'à l'échelle des villages, il n'y a aucune instance qui a aujourd'hui le monopole de la régulation politique. Ce n'est pas les chefferies à elles seules, ce n'est pas les nouveaux pouvoirs des municipalités, ce n'est pas les migrants, c'est pas le bon. Et donc, dans ce contexte de pluralisme normatif, les acteurs, enfin, ces nouvelles configurations politiques, elles peuvent et elles suscitent des tensions, des conflits, du fait des contradictions qu'elles engendrent, mais en même temps, elles ouvrent des espaces de négociation, puisque ces acteurs peuvent jouer sur différents registres, se positionner différemment, faire valoir telle ou telle norme, telle ou telle valeur. Et ce qu'on a vu dans la première partie, c'est-à-dire les transformations de ces chefferies, en même temps que leur renouveau, toutes ces transformations que les chefferies ont subies ces dernières années, elles ont eu des effets sur la perception des groupes subordonnés, qui voient bien que les choses bougent, que les chefs ne sont plus les mêmes qu'il y a 50 ans, que ça se transforme, et donc ça ne fait qu'accentuer leur volonté aussi de participer, de revendiquer leur part, de se mobiliser. Et je vais terminer là-dessus, ce qui est intéressant de voir, c'est que ces mobilisations politiques, le désir de faire bouger les choses, ne visent pas uniquement les nouveaux pouvoirs des municipalités, mais ces dernières années, elles peuvent s'étendre aussi aux autorités traditionnelles, c'est-à-dire aux chefferies, revendications de chefferies. Et c'est sur ce dernier cas, je voudrais conclure mon intervention en évoquant l'un des conflits sociaux les plus importants qui ont éclaté dans la vallée du fleuve Sénégal dans les années 2000, et dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Alors rapidement, ce conflit, c'est le conflit qui est intervenu dans le village de Djewol, sur lequel j'ai donc travaillé, toujours dans cette région de la vallée du fleuve Sénégal, dans la région du Gorgone. Et ce conflit il fait suite à la décision de certaines familles de Safalbé Ormankobé, qui était en fait une composante de la catégorie générique des esclaves, mais qui est considérée par les nobles comme des esclaves. Donc certaines familles intitulées Safalbé Ormankobé, qui s'appellent Safalbé Ormankobé, ont décidé, à la fin des années 90, début 2000, de sortir des léis, donc de ces communautés politiques, de sortir de leur groupe de rattachement, sachant que dans ce village de Djewol, il y a 5 communautés politiques. Je vous ai montré 4 pour Kaidi, là il y en a 5. Et donc ils sont sortis de leur groupe de rattachement pour revendiquer la création d'un 6e légnol, et donc d'une 6e chefferie. En faisant valoir leurs droits et en disant qu'ils veulent une chefferie au même titre que les lignages dirigeants. Alors, ce qu'il faut bien comprendre pour mesurer l'enjeu, c'est que ces 5 légis que compte le village sont au fondement de l'organisation politique, sachant que chaque légnol, donc le singulier de légis, chaque légnol doit participer à part égale aux devoirs et aux charges de la collectivité villageoise. Pour prendre qu'un exemple, ou prendre deux, pendant la colonisation, lorsqu'il y avait le travail forcé, chaque légnol envoyait une personne issue de leur groupe pour le travail forcé, et bien sûr, ils allaient choisir dans les groupes subordonnés. Mais pour prendre un exemple plus récent, lorsqu'il y a constitution des listes d'éligibles pour les élections municipales, il est prévu que chaque légnol présente 2 conseillers selon le schéma suivant, c'est-à-dire pour les 15 conseillers élus sur une liste, les 5 premiers de la liste sont issus de chacun des légnols. Le 6e poste est en principe attribué à un membre du quartier Soninké qui est dans le village. Les 4 autres suivantes sont réservées aux villages environnants qui forment la commune rurale de Djewol. Et puis, pour les 5 derniers, on revient à cette répartition, c'est-à-dire que les 5 derniers, ce sont 5 personnes issues des 5 légnols. Et alors là, bien sûr, on ne va pas choisir parmi les groupes subordonnés.
Donc c'est dans ce contexte que la majorité des familles de Safalber-Mankobé a revendiqué le droit de créer un légnol en réclamant une parcelle du pouvoir, en déclarant en Poulard « nous voulons notre part ». Et donc tout en indiquant leur souhait de ne pas créer de désordre, ces familles ont justifié leur démarche précisément au nom des principes de liberté, de dignité, et ont fait valoir que l'attribution des responsabilités doit désormais se faire selon les compétences des individus et non selon leur statut. Donc en d'autres termes, elles n'ont fait que transposer le droit à la citoyenneté au sein des structures villageoises en exigeant donc une nouvelle répartition du pouvoir. Alors les réactions des nobles ont été violentes et multiples. Il y a certains nobles qui leur ont dit qu'ils n'avaient pas le droit de parler. Ils ont également dû subir des pressions d'ordre religion visant à les dissuader de créer leur chefferie. Je cite un des interlocuteurs. On nous a dit que l'organisation du village en 5 leyis était un don de Dieu et qu'il ne fallait pas la modifier. Et puis, ces premières tentatives d'intimidation, elles ont été suivies par toute une série de mesures punitives prises par les responsables de ces 5 leyis lors d'une assemblée villageoise, et où il a été solennellement déclaré que, et là je cite le procès-verbal de cette assemblée, que le chef de Djewol ne doit plus les recevoir et que tous leurs droits et devoirs dans le village sont suspendus. Et donc ces familles Ormankobé ont été exclues des coopératives agricoles, exclues des associations de parents d'élèves, privées des aides alimentaires du programme alimentaire mondial lorsqu'ils devaient faire la répartition, donc ils n'avaient plus leur part puisqu'ils étaient sortis des leyis. Certaines terres qui leur avaient été concédées leur ont été aussi reprises. Il y a eu d'autres sanctions punitives interdisant notamment, et symboliquement c'est quelque chose de très fort dans le contexte du village, à toute personne donc, du village d'assister à leur cérémonie de mariage, de baptême ou d'un de retour de leurs enfants. Et également pour les enterrements, nul n'était autorisé à se rendre dans la famille du défunt, comme il est habituellement d'usage en pareilles circonstances. Mais plus largement, il a été décidé que tout habitant ne devait plus rentrer dans leur maison, et encore moins les accueillir. Et donc les familles visées par ces mesures ont été soumises à un véritable embargo, selon l'expression qui a été utilisée sur place, par les différentes parties concernées. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que parallèlement à ces mesures, les dirigeants des leyis, donc des familles nobles qui dirigent ce village, ont fait appliquer à l'extérieur du village des sanctions contre les membres des familles incriminées. Donc autrement dit, ils n'ont pas hésité à exporter le conflit en Europe, notamment en Italie et en France, donc contre les familles migrantes issues de ces familles subordonnées et qui avaient soutenu le mouvement de révolte ou de revendication. Et donc en France, les parents de ces familles qui les avaient soutenus ont été exclus de 2 associations de ressortissants du village. Alors, pour bien comprendre la vigueur avec laquelle les sanctions ont été appliquées à l'extérieur du village, il faut indiquer et souligner le rôle déterminant justement qu'ont joué les migrants dans l'émergence du mouvement social et le soutien qu'ils ont pu apporter aux familles restées à Djewol. Rapidement, mais c'est important pour bien comprendre, pour tirer un enseignement plus général, rapidement, ces familles au village, elles ont pu compter notamment sur l'aide d'un journaliste résident à Nouakchott, qui, outre sa détermination pour l'émancipation des siens, bénéficiait de certaines entrées au sein de l'administration. Et elles ont surtout reçu l'aide d'un migrant installé en France depuis 1967, qui travaillait à Boulogne-Billancourt dans les usines Renault, et dont les moyens financiers ont été décisifs dans la poursuite du mouvement. C'est quelqu'un qui aujourd'hui a plusieurs appartements en banlieue parisienne, notamment à Sarcelles. Par exemple, à la suite des sanctions qui ont été prises au village, ce migrant a fait construire à Djewol, avec son argent, plusieurs boutiques et a lancé un projet d'une coopérative commerciale pour lutter justement contre l'embargo qui avait été décrété. Et puis il a également financé la construction de puits personnels, car ceux des autres villageois étaient donc interdits d'accès à ces familles. Mais il a également, par ses moyens financiers, fait revenir au village
au début des années 2000, un oncle qui était parti en Gambie depuis 40 ans faire la pêche à la crevette, c'est une activité pratiquée par ces Alpularen dans les activités migratoires. Donc il était parti depuis 40 ans et il lui a demandé de revenir pour surveiller les affaires des familles et notamment les terres de la famille durant cette période d'insécurité. Et donc, à son retour en Mauritanie, cet oncle de Gambie, c'est pas l'oncle d'Amérique, là c'est l'oncle de Gambie, a été pris en charge par un autre de ses neveux, donc en l'occurrence le journaliste qui était installé à Nouakchott, qui grâce à ses relations dans l'administration l'a aidé à faire son état civil et à lui obtenir ses papiers d'identité mauritaniens qu'il n'avait plus. Et donc il s'est installé au village, alors que sa femme et ses enfants sont restés toujours en Gambie. Donc toutes ces actions extérieures montrent que l'argent de la migration, il n'est pas simplement investi économiquement, hein, mais qu'il peut servir également à des fins politiques. Et souvent on a tendance à passer un peu sous silence, en favorisant et soutenant un mouvement d'émancipation. Et cette influence du pouvoir extérieur des migrants démontre aussi que le conflit de Jewol, loin de ne concerner que des villages reculés, hein, un problème dans la brousse, renvoie en réalité à un large réseau d'acteurs et à une interconnexion entre différents espaces, l'espace du village, Jewol, Nouakchott, où se trouve ce journaliste, les migrants en France, enfin en Europe, la Gambie, d'autres pays africains. Et on constate également cette interconnexion doublement au regard des sanctions qui ont été prises aussi bien dans le village qu'à l'extérieur. Et donc on voit bien ici comment les rapports de force entre groupes sociaux se négocient non pas à la seule échelle du village, mais dans un espace que certains qualifieraient volontiers de transnational. Alors, malgré ou à cause de ces mesures répressives, ces familles subordonnées restées au village ont organisé, malgré tout, une cérémonie d'intronisation de leur chef à la fin des années 2000, au début des années 2000, pardon, intronisation de leur chef, et ce qui est intéressant de voir, c'est comment cette cérémonie s'est déroulée, et surtout comment elle traduit la volonté de ces familles de ne pas, malgré tout, aussi paradoxal que ça puisse paraître, de ne pas vouloir créer le désordre au village. Et donc, il faut bien comprendre que leur quête, c'est de pouvoir s'inscrire dans les autorités du village. Donc, ils ont toujours fait savoir, même aux moments les plus durs, les plus difficiles, qu'ils ne voulaient pas créer le désordre dans le village. Et donc, c'est dans ces contextes-là qu'ils ont organisé la cérémonie d'investiture de leur chef, suivant fidèlement les règles habituellement en vigueur donc chez les nobles. Et donc leur chef a reçu, le jour de son intronisation, les insignes du pouvoir que sont donc l'éphod, le turban, hein, et il s'est donc assis sur le ngourou, donc le tapis, hein, qui font partie des insignes du pouvoir. Et donc, pour rappeler leur volonté de ne pas créer de désordre, ces insignes, ainsi que les habits du chef, donc les babouches, le boubou, le bonnet, la chemise, étaient tous de couleur blanche, symbole de paix. Et ils ont par ailleurs fait coudre sur l'éphod, donc sur le turban, un motif qui... voilà le motif qui, donc, tout en manifestant leur souhait d'appartenir au village, marquait leur spécificité. Donc, vous avez 6 cœurs qui sont censés représenter les 6 leyis. Hein. Le 6e qu'ils ont rajouté, il y a les initiales LSHD, c'est-à-dire Legnol, Safalbé, Ormankobé de Jewol. Ces 6 leyis donc sont reliés les uns aux autres et donc sont rattachés à un cœur central qui est censé représenter le village qui est Jewol. Et ce cœur est rouge, hein, signe de bravoure et d'amour, notamment chez les Alpulaar également. Alors pour les Ormankobé, pour ces familles, hein, l'important c'est moins de subvertir un pouvoir de l'intérieur que
encore une fois, de se le réapproprier et de l'exercer à leur tour. Donc ils n'ont rien à gagner à remettre en cause le mode de fonctionnement interne des légis, puisque leur objectif est, encore une fois, je le répète, de participer à l'organisation sociale et politique du village. Donc, on voit bien que cette création du légnol, c'est à la fois la marque d'une autonomie, mais c'est en même temps la marque d'un attachement fort à un ordre hiérarchique et politique, au sein duquel on espère jouer un rôle de premier plan. Donc, c'est ce qui explique ces usages de symboles et de paix et la reprise fidèle du rite d'intronisation. Alors, il reste que, quel que soit et comme je l'ai montré dans la première partie, l'enchevêtrement des pouvoirs entre les chefferies et les nouvelles autorités de la municipalité, les deux secteurs n'en sont pas moins distincts. Et revendiquer un poste de conseiller municipal n'a pas la même portée symbolique que de revendiquer la création d'un légnol. Et c'est ce qui explique que la prise d'autonomie des Ormankobé, elle reste encore inconcevable pour une grande majorité de nobles dans le village, et que jusqu'à aujourd'hui, leur légnol n'est toujours pas officiellement reconnu. Et donc ces jeunes issus de ces familles, pour contester de cette non-reconnaissance, là, certains ont décidé de créer un nouveau quartier dans le village. Ils s'installent dans le nouveau quartier, les maisons sont taguées, et ils ont appelé ce nouveau quartier Benghazi. Bien, donc, pour conclure, je dirais que dans l'analyse du processus de décentralisation et de démocratisation, ce qui me semble important, par rapport à des analyses, disons, et sans vouloir être désobligeant, plus sciences politiques, c'est de souligner l'importance et l'intérêt d'étudier les catégories sociales. Pourquoi? Parce que ces catégories sociales offrent la garantie justement de dépasser une approche institutionnelle du politique en favorisant justement la prise en compte du pouvoir la prise en compte de l'enracinement du pouvoir dans un réseau social. Et donc, cela permet aussi d'appréhender les réformes actuelles en termes de mobilisation collective, de conflits, de médiation et de renégociation. Aussi, cela peut permettre une meilleure prise en compte de la complexité croissante des arènes politiques locales qui, comme j'ai essayé de le montrer, sont soumises à l'enchevêtrement de différents modes de gouvernance et à l'intervention d'une multitude d'acteurs. Voilà, j'ai fini. Merci à vous.